Ok, donc bienvenue à tous pour ce dernier webinaire de l'année 2025. C'est pas la dernière fois qu'on se voit, on se reverra en 2026 bien évidemment. Merci à vous donc d'être venus. Bon, vous nous entendez bien, donc tout est parfait. Avant qu'on fasse la rapide présentation des intervenants et de la société, le sujet de ce soir, c'est les erreurs à éviter en cartographie. Donc, on va vous faire un petit sondage que vous devriez voir apparaître sur votre écran. Normalement, c'est dans la colonne de droite de mémoire. Où vous allez pouvoir voter et cocher en fait les erreurs que vous avez déjà pu rencontrer potentiellement. C'était pour s'amuser un petit peu, voir un petit peu en termes de stats, celles qui peuvent être le plus souvent rencontrées. On a déjà une petite idée, nous, de notre côté. Mais bon, on a envie de voir un petit peu ce que ça donne chez vous. Donc, prenez les quelques minutes qui viennent là pour répondre et on aura les résultats en direct live ensemble tout à l'heure. Donc, pour vous présenter ce webinaire ce soir, l'équipe habituelle, donc Aurélien, qui est notre directeur technique et co-gérant de la société, et moi-même, donc Jérôme, que vous avez souvent au téléphone pour toute la partie commerciale, que ce soit pour du matériel ou de la formation. La structure en elle-même, pour ceux qui arrivent ce soir, qui ne connaissent pas, Sport System, c'est une structure qui a maintenant plus de 25 ans, puisqu'elle a été créée en 2000. En termes de volume, c'est plus de 4500 reprogrammations, optimisations moteur réalisées dans l'année à peu près, 2024 c'était ça. En termes d'outils, bien évidemment, on est équipé avec tout ce qu'il faut en termes de bancs, puisqu'on a banc agricole, banc poids lourd, on est un des seuls en France, plus banc voiture, bien évidemment. En termes d'effectifs, on est les plus nombreux, puisque on a 18 salariés, dont une équipe de motoristes qui est dédiée à 100% à réaliser des cartos pour nos clients qui le souhaitent, et qui peut faire surtout le support technique pour vous, qui êtes master. Et après, en termes de réseau, là aussi, on est les plus gros, puisqu'on a plus de 400 partenaires en France et en Europe, mais aussi quelques pays francophones hors Europe, notamment le Canada, la Suisse, qui est dans l'Europe géographiquement, mais pas légalement, et la Belgique. Et enfin, je pense qu'on peut dire fièrement qu'on est les seuls aujourd'hui dans notre secteur à être certifiés en norme ISO 9001. Voilà pour cette rapide présentation. Je ne sais pas si on a déjà un petit peu des scores. Allez-y, votez. Faites-vous connaître, sachez un petit peu, faites-nous savoir un petit peu quel type de problème vous avez rencontré. Pour pas qu'on déborde trop, sachant qu'on va respecter le schéma habituel, c'est-à-dire que je vais laisser la parole à Aurélien là bientôt pour qu'il puisse vous présenter la partie technique. On va faire une demi-heure à peu près de présentation sur le thème donc, des 5 erreurs à ne pas commettre. Et par la suite, on va faire une petite phase de questions-réponses. Je sais que vous aimez bien, et c'est vrai que nous aussi on aime bien, ça permet d'avoir un échange avec vous. Donc, une demi-heure et puis un petit quart d'heure de questions-réponses. Donc, le premier thème, la première erreur qu'on rencontre souvent, ça c'est nos expériences SAV notamment, c'est lorsque vous allez utiliser en fait un mauvais fichier, donc un fichier de base, celui qui va vous servir pour faire votre carto, qui n'est pas le bon. Donc, je vais laisser la parole à Aurélien. Au niveau des résultats du sondage, je crois qu'en gros, ce qui se démarque le plus, c'est la partie dont on s'attendait un petit peu, c'était la partie diesel. Donc, okay. Mettre beaucoup d'injections alors qu'il n'y en a pas forcément besoin. Donc, on va en parler, ça fait partie des points, effectivement. Mais on démarre déjà sur une base, donc utiliser le bon fichier. Donc, je te laisse la parole. Bonsoir. Donc, comme disait Jérôme, on a voulu faire ce webinaire suite au retour que l'on a. On a sur le SAV pour tout ce qui est matériel IMSPORT. Donc, quand vous créez, pour ceux qui sont équipés du matériel et qui utilisent ce matériel-là, quand vous créez un ticket, ça tombe d'abord chez nous et si besoin, on transfère après à l'IMSPORT. Et avec le recul, on s'est aperçu que souvent des problématiques venaient. Donc, on s'est dit pourquoi pas faire un petit topic et aborder différents sujets pour essayer de vous aider à les éviter, quoi. Voilà, donc pour le premier, utiliser le mauvais fichier de base pour réaliser ma carto. Donc comme vous le savez tous, quels que soient les outils que vous utilisez, que ce soit DIMSPOR ou d'autres marques, il y a deux types, si on peut dire, deux types de lectures. Il y a des lectures réelles et des lectures virtuelles. Donc les lectures virtuelles qu'on peut appeler aussi ID ou Virtual Read. La VR, la VR, voilà, tout à fait. Donc
on a pas mal de retours de problématiques qui sont liés à ça. Donc, vous avez différents types de calculateurs. Avec des outils type OBD que vous allez pouvoir soit lire directement, c'est-à-dire que vous allez pouvoir extraire une matière du calculateur, donc faire une lecture qui va durer des secondes, voire des minutes, voire des heures dans certains cas, pour extraire une matière de calculateur. Et il y a d'autres cas où vous allez juste faire ce qu'on appelle une identification du fichier, qui va vous donner la version de mise à jour du calculateur, et vous allez vous référer à une base de données. Chez Dimsport, il y a à peu près 200 000 fichiers d'origine qui sont disponibles sur la base de données. Et si votre mise à jour de votre véhicule est déjà intégré dans cette base de données, vous allez utiliser ce fichier certifié d'origine comme une base de travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si votre voiture est déjà modifiée, vous allez repartir sur une base d'origine et faire votre propre modification en écrasant la première. Par contre, du moment que vous avez la possibilité de faire une lecture réelle du calculateur, il faut impérativement faire la lecture, ne pas faire que l'identification, et partir de cette lecture-là. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des différences entre le fichier certifié d'origine et votre lecture à vous. Quand il est possible de faire la lecture, souvent, c'est qu'il est nécessaire d'utiliser cette lecture-là, parce que vous pouvez avoir des codages spécifiques à chaque véhicule. La version de mise à jour est la même, les cartographies de pilotage et d'injection sont les mêmes. Par contre, vous pouvez avoir du kilométrage, le numéro de série, du codage d'injecteur, des codages spécifiques au nombre d'heures de fab, des choses comme ça, qui sont intégrés dans le fichier. Et si vous prenez le fichier directement de la base de données, ben vous allez effacer, erroner ce que vous avez dans votre véhicule par d'autres codages qui peuvent amener des soucis derrière. Les pires des cas, c'est non-démarrage, ça peut être des erreurs de cohérence, ça peut être, voilà. Donc, du moment qu'il est possible de faire une lecture du fichier, toujours partir de cette lecture-là. Mais donc, en résumé, VR, on utilise le fichier d'origine comme base. Si jamais vous pouvez faire une lecture en OBD, vous utilisez le fichier que vous avez lu sur le véhicule. Tout à fait, tout à fait. Donc pour illustrer ici, vous avez une capture d'écran donc du logiciel qu'on utilise, le logiciel Race, en 2D, donc en analyse image, où on voit justement cette fameuse zone. Donc là, je crois que c'était un Citroën Jumper 2 litres 2, donc avec un calculateur DCM 7.1b, où on voit que là, qu'on compare en bleu le fichier certifié d'origine de la base de données, en rouge le fichier lu du véhicule, et vous voyez qu'il y a des petites différences ici. En fait, ce sont juste des codages spécifiques à chaque véhicule. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, il ne faut surtout pas prendre tel quel le fichier de la base de données d'Imsport, mais utiliser bien sûr la lecture que vous avez fait du véhicule. Donc pour illustrer, je vais basculer sur le race, comme ça je vais vous montrer un petit peu plusieurs choses. Donc première chose, juste pour résumer, donc une identification, qu'est-ce que c'est? Chez Dimsport, ceux qui utilisent le matériel Dimsport, l'extension de fichier est .dtf, Dimsport Tuning File. Ça comprend à la fois le fichier binaire, donc le fichier hexadécimal où sont comprises les cartographies, et associé à ça, c'est un fichier d'identification où on va retrouver ce qui vous intéresse pour faire le lien à la base de données, donc l'identification avec les versions hardware, software et mise à jour software qui nous permettent d'utiliser le bon fichier en face. Voilà. Donc ça, c'est juste un petit aparté. Et ensuite, donc, l'exemple que je vous ai montré juste là, donc là, on voit que en RAM 1, ici, j'ai le fichier certifié d'origine d'Imsport. Et en RAM 2, donc la base de travail, c'est le fichier que j'ai extrait de mon véhicule, que j'ai lu de mon véhicule. On voit que toutes les cartographies de pilotage sont strictement d'origine, parce qu'il n'y a pas de rouge. Là, on voit que c'est ça correspond. Par contre, si je passe en 2D, en graphique 2D, je vais chercher la première différence. On va s'apercevoir, hop, je commence à voir ici quelques différences ici, et un peu plus loin encore d'autres, et on voit que c'est strictement du codage spécifique à chaque véhicule. Si je passe en hexadécimal, vous allez voir ici, donc les zones ici où on voit que c'est à des cases bleues, ça veut dire qu'il y a des différences entre les deux fichiers, et on voit que c'est typiquement du codage. Alors ça peut être des codages de modules électroniques, ça peut être beaucoup de choses. Je sais même moi-même, je ne sais pas ce que c'est actuellement là, mais voilà, donc ça confirme bien qu'il ne faut surtout pas partir de la base de données de Dimsport, mais vraiment dans ce cas-là, il faudrait partir de votre lecture à vous. Faites très attention. Autre chose intéressante avec ça aussi, donc quand il est possible de faire une lecture, vous allez pouvoir comparer avec ce fameux fichier certifié d'origine. Vous allez pouvoir comparer votre fichier lu et le comparer au fichier certifié d'origine pour voir si votre véhicule est bien d'origine ou non. Donc des fois, on peut avoir des surprises, c'est déjà... Oui, c'est ça qui est intéressant, voilà. C'est que quand vous faites la lecture du fichier du véhicule, effectivement, sans le savoir, le véhicule peut déjà être modifié sans que vous le sachiez. Donc pour vous éviter de perdre du temps à travailler sur un fichier qui est déjà modifié et puis derrière, on sait qu'il y aura des problèmes, le mieux, idéalement, c'est de pouvoir comparer, et si vous avez un doute, et c'est ce que va nous dire Aurélien, comment est-ce qu'on fait pour savoir si déjà un véhicule est d'origine modifiée et comment après le remettre d'origine. J'ai pris comme exemple un fichier modifié, justement, et je l'ai comparé au fichier certifié d'origine de l'histoire. Donc là, ce coup-ci, j'ai pris au hasard un site 211, un Ford Transit Custom. On voit qu'il y a du rouge qui apparaît ce coup-ci, donc ça veut dire qu'il y a une optimisation qui a été faite sur ce fichier-là. Et donc,
là, je l'ai comparé au fichier certifié d'origine. Ça veut dire que je ne peux pas prendre tel quel ce fichier-là, parce que là, on peut faire une lecture du calculateur, mais il va falloir que j'écrase en gros mes différences. Donc pour ça, chez LIMSORT, c'est assez pratique. Je vais venir sur le graphique 2D ici, et j'ai un petit outil magique ici, où je peux faire annuler les différences. Donc je veux annuler l'image complète, donc le fichier complet, et je veux restaurer seulement les cartographies. C'est-à-dire que je ne veux pas qu'il y ait tout le fichier qui soit remis à zéro, parce qu'il y a la zone de codage qui soit remise à zéro auquel cas, mais je veux que toutes les cartographies soient remises à zéro. Donc je clique sur OK, et tout simplement, hop, je vais repasser du coup dans mon fichier ici. Alors ça ne me l'a pas fait, je reviens, tac, je veux l'image complète, la RAM 1, voilà, seulement les cartographies, OK. Et là, Voilà. magique. Et là, j'ai remis toutes mes cartographies dans la même valeur que celle du fichier certifié d'origine. Mais par contre, j'ai toujours mes zones de codage qui sont différentes entre mon fichier certifié d'origine et mon fichier à moi. Et là, tel quel, j'ai juste à faire enregistrer mon fichier. J'enregistre mon fichier, je le renomme remis origine. Et là, je vais pouvoir Réécrire mon sur le véhicule de calculateur. façon sur mon calculateur parce que je suis parti de ma lecture. Voilà. Donc, à retenir, effectivement, lorsque vous voulez remettre un véhicule d'origine, surtout, n'écrivez pas tel quel le fichier certifié d'origine de chez DIMSPORT. Hein. Je vous le dis parce que... Hormis si c'est qu'une lecture virtuelle. Voilà, sauf si c'est une lecture virtuelle, bien évidemment, mais si vous avez pu faire une lecture, surtout, vous reconstruisez en fait votre fichier d'origine en faisant la comparaison RAM à RAM 2 comme ce que vient de faire Aurélien, mais surtout, ne jamais réécrire votre fichier certifié d'origine comme ça, de but en blanc, dans le calculateur. Sinon, une chance sur deux, vous avez des problèmes. Et si vous avez un doute pour ceux qui utilisent le matériel, vous ouvrez un ticket, vous nous posez la question et on vous répond ce qu'il est possible de faire. Voilà. OK? On passe au point 2. Oui. Point 2, hop, je rebascule ici. Alors, deuxième erreur commune, on s'amuse à utiliser des outils qui ne sont pas forcément les mêmes, à la fois pour faire des lectures-écritures et aussi, surtout, pour faire aussi des calculs de checksum. Donc, je vais te laisser la parole à ce niveau-là, parce que là aussi, il y a quelque chose à dire. Tout à fait. Donc, pareil, c'est un des points qu'on a souvent en SAV. Donc, la règle quand on travaille sur un véhicule, quel qu'il soit, du début à la fin de l'intervention, toujours travailler avec le même outil. C'est-à-dire que vous allez faire la lecture, ça paraît évident, mais faire la lecture avec le Genus, par exemple, chez nous, vous allez traiter le fichier avec le Race et derrière, réécrire le fichier avec le Genus. Pourquoi on a mené à parler de ce point-là? C'est que des fois, on a des clients, pour X raisons, vont faire la lecture avec un outil concurrent, vont le traiter avec, ou envoyer le fichier à quelqu'un qui utilise un autre matériel encore, et pour pouvoir le réécrire avec un troisième outil. Donc, ça c'est source à problème. Pourquoi? Parce que la compatibilité des fichiers n'est pas forcément bonne. Il peut y avoir des tailles de fichiers différentes, des adresses de départ de programmation différentes. Et ensuite, si l'outil calcule le checksum peut être pas calculé ou mal calculé. Il peut y avoir des problématiques on va dire Le format. de format tout à fait, qui ne soit pas compatible entre un logiciel et un outil, quoi. Voilà. Donc, si vous devez travailler sur un véhicule, vous, du début à la fin, faites-le toujours avec le même outil. Ne pas aller essayer de faire une lecture avec un outil, le transférer sur un autre. Ça pourrait marcher en certains cas, ça peut marcher en certains cas, mais vraiment, il y a des risques quand même. Il y a des gros risques qu'on peut éviter facilement, qu'on peut éviter vraiment facilement, quoi. Voilà. Je fais une parenthèse à ce niveau-là. Pour tous nos clients qui se sont équipés du The Genius, j'ai eu des questions qui me disaient, voilà, j'ai fait tel véhicule en utilisant le New Genius, est-ce que je peux directement écrire un fichier avec le The Genius? Je leur ai dit, non. Avant, vous refaites une lecture avec le The Genius et le fichier que vous aurez, vous travaillez dessus et vous réécrivez avec le The Genius. On reste toujours dans la logique de je lis avec un outil, je réécris avec le même. Il vaut mieux assurer le coup, même si là, c'est les mêmes matériels, les extensions de fichiers, comme vous l'avez dû le voir, on a changé de type d'extension de fichier. Le format reste le même, mais l'extension est différente, donc il vaut mieux assurer le coup et refaire une lecture à chaque fois et réécrire après derrière, quoi, si besoin. Voilà. On parle un petit peu aussi du checksum, du coup, parce que là aussi, il peut y avoir des problématiques à partir du moment où on fait, par exemple, faire le fichier par quelqu'un d'autre ou ce genre de choses. Tout à fait, tout à fait. Donc, le checksum, comme vous le savez, c'est un petit peu le mot de passe du calculateur, si on peut dire. S'il n'est pas calculé ou mal calculé, lors de la réécriture du fichier, ça peut soit planter, au pire des cas, ou soit pas redémarrer.
Donc il y a des choses pour récupérer les calculateurs, mais si on peut l'éviter, c'est toujours mieux. Si jamais vous devez faire un fichier, faire un fichier à un master quelconque ou sur une plateforme de fichiers quelconque, soit même s'ils vous disent que le checksum est calculé, pour les utilisateurs du RACE, il y a un outil qui est assez simple d'utilisation. Il y a un calcul de checksum intégré au logiciel. Au moins, systématiquement, ça prend 10 secondes. Vous le calculez, vous le contrôlez, on va dire. Vous faites passer votre fichier dans la moulinette. Je vais vous montrer. Hop, je vais passer sur le RACE. Tac. Je ferme, c'est pas grave. On a ce outil-là, donc chercher checksum. Vous avez juste à sélectionner votre fichier que vous venez de recevoir. Donc j'en avais préparé un comme ça pour vous montrer. Un fichier voilà, qui vient, c'est un fichier GUID. Un fichier que vous avez fait faire par quelqu'un, voilà. par exemple. Vous allez chercher, voir si le checksum est bon ou pas. Et là, automatiquement, donc ça vous demande d'utiliser quel fichier de base vous voulez utiliser. Donc là, c'est le fichier du véhicule, donc on va utiliser le même. Là, ça va contrôler si le checksum justement est bon. Et là, de suite, vous avez un message alerte. Attention, le checksum de ce fichier n'est pas correct. Donc là, auquel cas, même si on vous avait dit que le checksum est bon, il n'aurait pas été du moins compatible avec l'outil de LIMSport. Donc, auquel cas, vous pouvez ici tout simplement le calculer. Je ne vais pas le faire parce que ça va faire mouliner l'ordinateur. Vous faites calculer et ça va vous recréer un nouveau fichier avec le checksum calculé et prêt à écrire pour l'outil LIMSport. Voilà, et là, vous pouvez l'écrire de façon fiable voilà, tout à et fait. sans problème. Donc ça, faites-le. Enfin, ça prend 10 secondes, allez, 2 minutes à ouvrir le RACE, si on peut dire. Mais faites-le vraiment systématiquement. Ça vous évitera bien des déboires. Des déboires potentiels, oui, tout à fait. OK. Allez, on rebascule ici. Tac. Donc, troisième point qui, d'après le sondage qu'on vient de faire, détient la palme, c'est les problématiques d'injection diesel lorsqu'on fait une optimisation. Je vais te laisser la parole là-dessus, mais l'idée, c'est en mettre beaucoup, c'est pas forcément bénéfique. Tout à fait. Donc là, ça fait partie aussi du SAV, mais du SAV différent. Ce n'est pas une problématique d'outils ou de logiciels, si on peut dire. Là, c'est plus l'utilisateur qui a manque de connaissances un petit peu là-dessus. Donc, vous savez que pour que le moteur marche, moteur diesel du moins, ce qui va faire le gain, ça va être de chercher à rentrer, entre guillemets, plus de gasoil dans le moteur. Plus il va y avoir on va nourrir, si on peut dire, le moteur, plus il va être performant. Donc, comme vous devez le savoir, le diesel fonctionne toujours en mélange pauvre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a une quantité d'air qui est importante. Donc, il peut aller jusqu'à, normalement, en règle générale, 16 grammes d'air pour 1 gramme de carburant. Donc, c'est les ratios que l'on retrouve sur le moteur diesel standard. La stoichiométrie, donc la richesse 1 ou la lambda 1, on est à 14,6 grammes d'air pour 1 gramme de carburant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on dépasse ce seuil-là, on va devenir riche. Donc qui dit riche, si on se retrouve à 14 ou 13 grammes d'air pour 1 gramme de carburant, voilà, on est trop riche. Voilà. Et qui dit riche, ça veut dire qu'on va avoir des fumées noires, tout simplement. Et si on est équipé d'un système anti-pollution, notamment un FAB, ces fumées noires, c'est des particules, tout simplement. Et ça va venir prématurément colmater le FAB. Donc aujourd'hui, faire sortir des chevaux, si on peut dire, d'un moteur diesel, c'est assez simple. On prend des différentes cartographies d'injection, on met plus 10%, plus 15%, et de suite, on va arriver à sortir du résultat. Et par contre, de quelque chose de fiable derrière, c'est beaucoup plus compliqué. Ça, c'était valable, on va dire, sur les vieux véhicules. Ouais, c'était valable, mais ça faisait des locomotives voilà. et c'était pas forcément plaisant. Alors on est capable aujourd'hui de pouvoir limiter ça, tout simplement en contrôlant les richesses. Vous avez juste à rajouter une lambda embarquée, donc vous mettez une lambda à la sortie d'échappement, ou alors avec aujourd'hui les acquisitions de données, vous pouvez contrôler vos seuils de lambda, voir à quelle valeur lambda vous êtes, et voir jusqu'à où c'est que vous pouvez tendre en quelque sorte. Donc bien sûr, le maximum qu'on pourrait s'autoriser sur un moteur diesel, c'est aller jusqu'à la stoichiométrie, et dès lors qu'on va être plus riche, on va fumer. Du coup, on va fumer, et donc on va en arriver à colmater le FAB. Alors il y a en plus cette histoire du colmatage, mais, et ça fera le lien avec un autre problème qu'on verra ensemble, c'est que si vous êtes trop riche, vous allez faire augmenter les températures de sortie d'échappement. Tout à fait. Et le calculateur, à ce moment-là, lui, va considérer qu'il faut réguler pour conserver la fiabilité moteur. Donc, vous allez même perdre de la perf si jamais vous êtes trop riche sur des véhicules récents. Tout à fait. Donc, on verra, ça fera partie d'un des points suivants qu'on va voir. Mais quand vous en arrivez là, à augmenter trop l'injection, vous allez devenir trop riche, les températures vont excessivement augmenter, donc il va y avoir des régulations qui s'apportent. Donc la solution, ça va être donc soit repousser ses limites, soit, voire les pires des cas, d'aller supprimer certains éléments qui ne sont pas légaux. Donc faites-y attention, juste branchez une sonde lambda et contrôlez vos richesses quand vous travaillez et jouez sur la structure couple du calculateur. Et après, vous avez aussi les parties chapitre R qui peut vous aider à affiner le mélange air-carburant.
Voilà. On a un exemple Ouais, à tout nous à fait. montrer? Ouais. C'est plus un contre-exemple du coup. Oui. Euh, On va vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Donc là, j'ai pris c'était un stagiaire qui était venu chez nous en formation justement, qui avait son véhicule optimisé par Un notre confrère, ouais. un confrère, hein. Lui, il avait encore le FAP, il avait des régénérations en permanence sur le véhicule. Le pare-choc arrivait à être noir même avec un FAP. Donc C'est ça quand commençait, même, c'est quand même voilà. important. Alors Faire- ça sortait pas mal de chevaux, de souvenirs, c'était une bonne quarantaine de chevaux, voire 50, je crois, Mais de à quel tête, prix? et pas mal de couples. Mais par contre, il était embêté en permanence avec des voyants de régénération en permanence qui s'allumaient. Donc comme vous le voyez, il y a beaucoup de rouge, donc beaucoup de modifications apportées. Donc je ne vais pas tout passer en détail, mais pour résumer, il y avait en gros le temps d'injection qui était augmenté sur une plage comme vous le voyez là, donc même sur des faibles quantités injectées et sur des faibles pressions d'injection, c'était augmenté, par exemple, là, c'est du plus 8% qui a été pris un petit peu partout. Donc, sur des phases de fonctionnement, pourquoi pas, sur des phases de fonctionnement où on demande beaucoup de quantité injectée, sur des grosses pressions, pourquoi pas. Mais là, on est sur des phases transitoires, donc on gave le rien. moteur pour rien, et du coup, sur des phases de fonctionnement, on va devenir trop riche. Et ça va aller engendrer bien sûr des suies et donc, du colmatage FAP. Mais le problème, c'est qu'il y avait aussi, en plus de ça, donc de la conversion couple en plus. Donc, on va demander une masse injectée plus importante sur beaucoup de phases de fonctionnement, donc du plus 10% là aussi. Et en plus de ça, on avait donc, il y a aussi des cartographies de gestion lambda qui sont faites sur ces moteurs-là. Ben, vous voyez qu'est-ce qui a été fait? Ben, on les a baissés pour aller commander la stoichiométrie de base. Et en plus de ça, on a rajouté du temps d'injection, plus de la masse injectée. Ouais, ça Donc, commence tout à faire cumulé, voilà, ça fait qu'il y avait beaucoup trop d'injections. Et en plus de ça, bien sûr, la structure au couple, donc ça sortait pas mal de chevaux, mais par contre, niveau fiabilité, c'était pas bon. Donc, nous, on a juste retravaillé, ben, ça a servi de cas d'école pour la formation. On avait enlevé, en gros, il nous restait que le chapitre couple, un petit peu de masse injectée, parce que là, il y en avait besoin, on avait encore de la marge dessus, et on arrivait à sortir strictement la même chose que quand on est arrivé sur les bandes de puissance, mais en réduisant énormément l'injection, et en contrôlant les lambda, on n'était même pas à la stoichiométrie, on était un peu plus haut que la stoichiométrie, donc on était sécure sans problème, quoi. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez fouiller dans nos replays. On a fait cette année un webinaire justement qui était orienté comment travailler les cartes de couple. Comme ça, vous pouvez avoir du gain sans avoir à rajouter d'injection. Allez, donc hop, celui-là, je le ferme. On va passer au point suivant. Donc, quatrième point qui concerne, là encore, l'autre motorisation, qui est la partie essence. On a tendance à croire qu'il faut absolument enrichir pour améliorer les perfs. Là encore, c'est une fausse idée, une idée reçue. Je te laisse la parole. Oui, tout à fait. Donc, pareil, c'est les retours qu'on a avec les formations aussi. Beaucoup de stagiaires arrivent en pensant moteur essence, qu'est-ce qu'on va toucher en premier pour augmenter les performances? Ah, bien, il faut enrichir. Alors, oui, dans certains cas, mais non dans d'autres. On peut aller comprendre en détail. Donc, sur les moteurs essence, vous savez qu'il y a eu entre guillemets deux grosses générations de moteurs. Donc, jusqu'à les années 2005 à peu près, il y avait c'était assez basique, il n'y avait pas beaucoup de capteurs sur le moteur, mais il y avait des pilotages en temps d'injection, tout simplement. Et à partir des années 2005 puis 2010, on a commencé à travailler avec donc, des cartographies de lambda. Donc les sondes lambda sont devenues correctives et il y a des cartographies d'objectifs lambda. Ça veut dire qu'une cartographie lambda va piloter le système d'injection. Donc là, j'ai illustré avec une capture d'écran ici. Vous avez une capture d'écran d'une vieille technologie avec une cartographie de temps d'injection, avec un axe X, la charge, donc avec un signal 0,5 volts, donc c'est le potentiomètre en gros du papillon, et ensuite le régime en axe Y. Et on voit que la modification qu'on avait fait, donc c'est une vieille voiture, je me souviens plus ce que c'était, mais on voit que on a la courbe bleue et la courbe rouge qui se croisent. Des fois, on est plus bas après la modification, des fois, on est plus haut. Donc ça veut dire quoi? On a allé peaufiner vraiment le réglage sur toutes les phases de fonctionnement du véhicule pour aller chercher ce qu'on appelle la richesse performance. Vous avez vu juste avant que la stoichiométrie, on a 14,6, 14,7 grammes d'air pour 1 gramme de carburant. Sur un moteur essence, quand on va chercher les performances maximales du moteur, on va se rapprocher donc de 12,6 grammes d'air pour 1 gramme de carburant. Donc, on peut l'exprimer de trois façons différentes. Donc, on peut l'exprimer en richesse. Donc, ce ratio-là, on le retrouve c'est 1,15 de richesse, 0,86 de lambda, ou en AFR, on appelle ça l'AFR, 12,6 d'AFR. Donc, voilà. Donc, quand on va faire une optimisation sur un moteur de cette génération-là, sur toutes les phases de fonctionnement, idéalement sur un banc de puissance, on va balayer en quelque sorte toutes les charges pédales et tous les régimes moteurs pour, à toutes les phases de fonctionnement, aller chercher cette information-là et pouvoir modifier la carte en fonction. Tout à fait. Mais les choses évoluent et les véhicules récents ne fonctionnent plus pareil. Donc, dans ces cas-là, il était possible d'enrichir. Des fois, il manquait pas mal de carburant, donc il fallait enrichir. Des fois, il fallait appauvrir.
Mais par contre, à partir des années 2005 puis 2010, vous avez typiquement ce type de cartographie-là qui apparaît. Donc, c'est ce qu'on appelle une objectif lambda. Donc, on retrouve en axe Y mon régime moteur et en axe X, c'est mon pourcentage de remplissage en air du moteur. Donc, ça correspond ni plus ni moins à la charge du moteur. Plus on va remplir son moteur en air, plus on va demander de la charge moteur en quelque sorte. Donc là, on peut d'ores et déjà dire que c'est un moteur turbo parce qu'on peut remplir à 190% le moteur. On serait sur de l'ATMO tout simplement, on ne peut pas le remplir à plus de 100%. Donc, le maximum qu'on peut remplir en air, c'est 100% d'air. Quand on a des valeurs qui sont au-dessus de 100%, ça veut dire qu'on le surcomprime. Et là, en l'occurrence, voilà, c'est un petit moteur, je crois que ça, c'est le 1 litre TSI, en l'occurrence. Et on voit, qu'est-ce qu'on voit sur cette cartographie-là? On voit qu'il y a beaucoup de phases de fonctionnement à une lambda, en consigne de lambda 1. Ça veut dire quoi? Parce qu'on cherche la stoichiométrie. La stoichiométrie, c'est le mélange où on pollue, pas parfait, mais c'est là où on pollue le moins et qu'on consomme le moins. Donc, toutes les phases de fonctionnement ralenti, faible charge, où on est à 50 km/h en ville, où on ne demande pas de performance du moteur, on va chercher à ne pas consommer, à ne pas polluer. Donc, on va avoir comme objectif une lambda de 1. Par contre, vous voyez que dès qu'on va atteindre des valeurs donc, de remplissage assez élevées et des hauts régimes, vous voyez qu'on va tendre à descendre, donc devenir plus riche et aller à descendre vers 0,86 qu'on a vu tout à l'heure, donc l'indice performance. Donc le constructeur, il sait que pour avoir les performances, il faut enrichir, donc il le fait grâce à cette cartographie-là. Et même, on voit qu'il va même être plus riche sur les grosses phases de fonctionnement, donc ça va être tout simplement pour refroidir la chambre de combustion. On va surenchir un petit peu pour refroidir tout ça. Et donc il y a double objectif, c'est la perf et la protection. La protection du moteur, tout à fait, tout à fait. Et là, il n'est aucunement besoin de venir enrichir mon moteur. On peut garder cette cartographie-là parce qu'elle va piloter mon système d'injection, donc notamment sur les injecteurs, pour, même si nous, on va jouer sur le remplissage du moteur, pour sortir les performances de ces moteurs-là, il va falloir le remplir en air. Donc, on va jouer bien sûr indirectement sur la pression turbo. Mais le fait de jouer sur la pression turbo, on va augmenter le remplissage. Et en augmentant le remplissage, automatiquement, la cartographie ici va piloter les systèmes d'injection pour avoir le bon ratio de lambda. La lambda va être corrective et en permanence, si j'augmente mon air, il va faire en sorte d'augmenter l'injection pour avoir le bon ratio. Donc, je n'ai aucunement besoin de venir toucher quoi que ce soit sur l'injection sur ce type de moteur-là. Ça se fera automatiquement par cette cartographie-là. OK? Donc voilà, donc pour illustrer, hop, pareil, je vais passer sur le rail. C'est la même chose, mais voilà pour vous montrer à quoi ça ressemble. Là, c'est encore un contre-exemple, non? Non, pas du tout. Là, c'est vraiment la cartographie dont il n'y a pas de. Alors, si, j'aurais pu faire un contre-exemple, c'est vrai, oui, mais je n'ai pas pensé. Donc, la cartographie que je vous ai montrée, pour ceux qui utilisent le RACE, la principale, c'est celle-ci, c'est LCP, enrichissement lambda. Donc, si je mets de la couleur, c'est plus parlant. Vous allez voir. Donc, en rouge, lambda 1, donc c'est vraiment la valeur, donc, stoichiométrique. Sans recherche de perf. Sans recherche de perf, voilà. Et vous allez voir que optimum pour, plus on va accélérer, plus on va chercher à avoir des hauts régimes. Vous voyez que là, on est sur le TSI, l'autre, ça devait être une autre cartographie. On tend jusqu'à 0,86, voilà l'indice performance moteur. Voilà. Donc là, sur ce type de moteur-là, qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est venir jouer sur la structure au couple, qui est ni plus ni moins liée directement au remplissage, et sur après le chapitre R et couple pour sortir des performances. Et après, tout se fera tout seul grâce à cette cartographie-là. La lambda va venir corriger le système d'injection pour avoir le. C'est une espèce de vigie qui donne des infos au calculateur pour qu'il enrichisse. Vous pouvez tout simplement le contrôler de la même façon qu'on en a parlé juste avant sur le moteur diesel. Vous mettez une sonde lambda dans l'échappement ou avec des acquisitions données. Vous allez voir que même si vous augmentez la pression turbo, automatiquement les lambdas vont suivre et vont suivre l'objectif qui est fourni par fixer cette carto maîtresse, quoi. Voilà. OK. Allez, hop, je ferme celui-là. Et on repasse sur le support. Et donc, la dernière erreur à ne jamais commettre. Alors, le sondage nous révèle que personne ne l'a jamais fait. D'accord. Que je ne crois absolument pas, puisque c'est un problème qu'on relève très souvent, c'est-à-dire le fait que pour se donner un peu plus de champ de possible au niveau reprogrammation moteur, certains n'hésitent pas à modifier, voire des fois supprimer les sécurités moteurs, que ce soit les problématiques de température, pression ou autres, afin d'avoir plus de résultats. Aurélien va nous expliquer pourquoi il ne faut pas le faire. Tout à fait. Donc c'est un peu allié, on l'a un petit peu abordé déjà tout à l'heure avec le diesel. Ça va souvent de pair avec les optimisations sur le moteur diesel, souvent voilà, équipé de FAP ou de système anti-pollution après derrière. Qu'est-ce qu'on retrouve souvent? On va retrouver donc toute une zone de cartographie qui sont correctives, qui sont des cartographies de sécurité, donc qui sont dans le chapitre couple, parce que souvent on appelle ça des limiteurs de couple, mais ce sont des limiteurs de couple de sécurité.
Donc là, en capture d'écran, vous avez tout simplement une zone justement dédiée à ça, où on voit qu'il y a des plateaux rouges, ces cartes plateaux, nous, qu'on appelle ça, où on voit que clairement, on a mis la valeur la plus haute de toute la cartographie. On va aller voir dans les détails à quoi ça correspond derrière. Mais là, typiquement, nous, c'est les premières choses qu'on contrôle quand on reçoit des fichiers ou quand on a du SAV à faire, parce que c'est vraiment contre-productif. Vous allez le comprendre vous-même en voyant les exemples après derrière. Donc, à savoir que ces cartographies-là n'amènent pas de performance supplémentaire. Et c'est surtout dangereux pour la mécanique, parce qu'on va repousser, elles sont correctives, elles sont là pour préserver la mécanique. Et si on inhibe ces sécurités-là, ben après, le fusible n'est plus électronique, il sera mécanique à l'intérieur. On va attaquer la mécanique et le moteur derrière. Pour que ce soit plus parlant, on va passer directement sur le logiciel pareil, c'est ça, plus parlant. Donc là, j'ai pris l'exemple d'un fichier pareil, d'un stagiaire qui était venu, qui lui avait fait le fichier par une plateforme de fichiers automatique sur le net. Donc on retrouve un petit peu pareil que l'exemple de tout à l'heure. Donc beaucoup d'injections, donc du temps d'injection, des conversions couple, les lambda aussi retouchés, les limiteurs de fumée qui a été retouché, plus bien sûr après un petit peu la structure au couple, mais le moteur était vraiment gavé en gasoil. Et c'était sûr que pour pouvoir vraiment rouler sans qui arrive, pour pouvoir chercher les protections. Voilà. Donc le chapitre protection qui identifie. Il est tout rouge, c'est bien simple. Tout est rouge. Tout est modifié. Tout est quasi modifié. Et alors je vais noter les plus choquantes, protection contre la surchauffe de la culasse, donc capteur température culasse. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Hop, on voit que vous avez des valeurs 1 partout sur le tableau. Le plateau. Et qu'est-ce qui a été fait? On a tout mis à la valeur 1. Donc, à quoi correspond cette valeur 1? 1, c'est un coefficient, c'est comme si on était à 100% de performance. 1 correspond à 100%. Donc, ça veut dire que quelle que soit la température culasse et quelle que soit la vitesse du véhicule, on a 100% des performances du véhicule. Si je fais échappe, je vais repasser sur le fichier certifié d'origine IMSOR, donc le fichier d'origine qui était sur ce véhicule. Qu'est-ce qui se passe? On voit que dès lors qu'on atteint des températures qui sont élevées, donc à partir de 118 degrés température, on voit qu'on n'est plus que, par exemple, à 120 km/h, à 92% des performances. Et si on va plus haut, donc à 130 degrés, on n'est plus qu'à 40% des performances, etc., etc. Donc cette sécurité-là, elle est là parce que si la température est trop élevée, on sait qu'à terme, il y a un risque de casse du moteur. Et là, qu'est-ce qui a été fait? Tout simplement, on a mis tout à 100%, c'est-à-dire que quelle que soit la température de mon moteur et quelle que soit ma vitesse, j'aurai tout le temps 100%, pas de bris de coupe, j'aurai toujours le maximum de performance. Sauf que, au bout d'un moment, ça augmente, et ça arrive jusqu'à la casse tout simplement la chauffe, ça peut être une culasse, ça peut être différentes casses. Le calculateur n'aura pas l'info et donc ne baissera pas les perfs. Exactement, voilà, c'est ça. Donc typiquement, ça évite bien sûr de passer à mort dégradé ou envoyer un tableau de bord, mais le moment du fusible, ça sera une casse, une panne. Un moteur, oui. Tout à fait. Malheureusement, aujourd'hui, faites des hydratations si vous êtes amené à venir acheter des fichiers ou faire des fichiers. Contrôlez au moins, mettez le fichier sur le logiciel, sur l'oreille si vous l'avez, contrôlez ce chapitre-là et essayez de comprendre. Alors, repoussez, pourquoi pas, d'un échelon, comme on dit, un petit peu la régulation, pourquoi pas, mais complètement inhibé comme ça, c'est inutile, ça n'amènera pas plus de performance, mais ça peut vous amener que des problèmes. Donc là, on a vu cet exemple-là. Beaucoup de choses sont faites aussi. Donc là, vous avez vu qu'il y a beaucoup d'injections. Donc ça peut faire chauffer le moteur, parce que le rendement sera bien élevé. Mais aussi, après, il va y avoir tout ce qui est post-traitement, donc catalyseur et FAP. Donc qu'est-ce qui se passe souvent? Ce qu'on retrouve souvent comme modification, typiquement, ce sont ce type de modifications-là. Donc vous voyez ici, on est sur le capteur de température aval du catalyseur. Donc, vous savez que sur l'échappement, il y a plusieurs capteurs de température qui sont là, bien sûr, pour surveiller ces températures-là et venir d'un côté réguler les régénérations, mais aussi réguler l'injection pour ne pas augmenter trop les températures et pas venir altérer le FAP et le catalyseur, tout simplement. Et là, qu'est-ce qui se passe? Donc, vous avez ici en valeur X, en axe X, les millivolts, en fait, les correspondances donc pour le signal du capteur. Donc, c'est un signal 0,5 volts à la base. Vous voyez que les millivolts augmentent et chaque valeur de tension correspond à une certaine température. À partir de là, de 2 volts 2, donc 2 volts 2169 millivolts, on voit que en rouge, vous le voyez très bien, on est à 800 degrés. Ça veut dire qu'au-dessus de cette tension-là, quelle que soit la valeur du capteur, on n'aura toujours que 800 degrés pour tous les autres, au relevé, donc au log, au diagnostic, mais aussi pour tout le calculateur. Ça veut dire que tout l'aspect correctif qu'il pourrait y avoir grâce à cette température-là,
n'existera plus. Donc, on ne corrigera jamais la. Là, en fait, pour le calculateur, on ne va jamais au-delà de 800. C'est ça. Donc, il n'a pas besoin de réguler. Vu qu'on est gavé en gasoil, on va augmenter la main. Donc, les valeurs de base, on va acheter à 1000 degrés. Mais on a des cas, on a vu des fabs qui sont complètement brûlés à l'intérieur. Ils ont complètement brûlé tellement, parce qu'ils sont montés en température. Sans régulation. Sans régulation, il n'y a plus de régulation. Donc ça monte en température, ça fait cocotte minute parce que c'est gavé de particules. Il n'y a plus de régulation, donc ça fait les gaz stagnent, montent en température et sur des grosses charges moteurs, ça va faire cocotte minute jusqu'à qu'au bout d'un moment, il faut que ça sorte quelque part. Donc ça va devenir faire de la friture. Voilà. Malheureusement, aujourd'hui, énormément de fichiers sont sur le marché de ce type-là. Donc, je ne vais pas toutes les passer, mais c'est les mêmes choses sur tout est fait de la même façon. Voilà. Et on se retrouve aujourd'hui sur le marché avec énormément de fichiers de ce type-là. Donc, c'est sûr que ça évite les voyants tableaux de bord. Ça marche parce qu'il y a beaucoup de gasoil, mais ça va combien de temps pas marcher longtemps. Combien de temps Combien de temps avant que ça casse? Donc, vraiment, alerte là-dessus. Si vous achetez des fichiers, contrôlez-les toujours. Allez voir, essayez de comprendre un petit peu pourquoi ils en sont arrivés à mettre autant d'injections. Donc, vous pouvez souvent en enlever, ça ne sortira pas forcément beaucoup plus. Et surtout, allez contrôler au moins ces sécurités-là pour préserver vos éléments mécaniques. Ça vous évite beaucoup de débords après derrière. OK? Tu penses qu'on a fait le tour sur la partie sécurité? Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Bon, donc on a balayé à peu près les 5 problématiques qu'on avait relevées de notre côté. Donc avant qu'on passe à la partie questions-réponses, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on poursuit sur l'année 2026. Ces webinaires qui, on le sait, vous les aimez bien, on a eu des retours plutôt positifs, donc on continue. On va faire une formule un peu spécifique au prochain qui aura lieu le 17 mars, puisque l'idée c'est de faire partager un petit peu l'expérience d'un de nos clients qui s'est formé avec nous, s'est équipé avec nous, exerce depuis un certain temps maintenant pour qu'il puisse vous faire partager un petit peu son vécu. Et que vous puissiez poser des questions aussi. Et vous puissiez poser des questions aussi, c'est tout l'intérêt, d'avoir une expérience réelle et concrète, parce que nous, on vous en parle, mais c'est vrai qu'avoir un témoignage, c'est encore mieux. Pour ceux qui sont toujours en recherche de formation, on en profite pour vous dire qu'on a notre prochaine session qui démarre le 19 janvier. Donc 7 jours en présentiel sur toute la partie stage 1 et conversion Flexfuel, avec 50% de théorie et 50% de pratique. Donc, on vous attend. Si vous avez besoin, vous me contactez, bien évidemment. Je ne sais plus si tu dois avoir mes coordonnées Oui, après. À la fin, je les mettrai à la fin. Pour ceux qui n'ont pas pu venir ou ceux qui voudraient revoir ce webinaire, bien entendu, vous aurez un replay qui vous sera envoyé par mail, mais il est aussi disponible sur les réseaux et sur le lien qu'on vous a envoyé pendant le webinaire là, pour que vous puissiez y avoir accès directement. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. On n'a pas trop débordé, ça va, on a 5-6 minutes de retard, mais on vous laisse poser vos questions. Et puis, peut-être que tu peux afficher mes coordonnées, comme ça, vous les aurez avec vous. Donc, allez-y, libre à vous, l'antenne est pour vous. Peut-être pendant qu'il commence à poser des questions, je voulais vous faire part, j'ai une question moi, qui revient des fois, c'est la question de l'achat des fichiers d'origine. Des fois, on me dit, est-ce que je peux acheter un fichier d'origine, fichier certifié d'origine tout seul? Oui, c'est tout à fait possible. Il suffit d'aller dans la base de données de DINSPOR. Vous faites comme si jamais vous vouliez acheter un adressage classique, et sauf que vous pouvez acheter le fichier d'origine directement. Alors, à savoir qu'avec le dispositif des crédits de DINSPOR, le fichier d'origine coûte énormément moins cher qu'un adressage. Puis je crois que vous êtes à 10-15 crédits, je crois, pour le fichier d'origine. Donc ça, comme on l'a dit tout à l'heure, avoir un fichier d'origine comme ça peut vous servir à faire une comparaison pour savoir si le fichier est modifié ou d'origine. Et ça peut aussi vous servir, comme on l'a dit, à remettre un fichier en origine, à le reconstruire, si toutefois le fichier que vous avez lu était modifié. Voilà. Allez, est-ce qu'on a une première question? Oui. Alors, c'est Pascal qui nous dit que lambda diesel à 14.1 et il nous dit que normalement ça fonctionne à 28.1. 28.1. De base, 14.1. Oui, un diesel fonctionne en mélange pauvre, tout à fait, oui, tout à fait. La stoichiométrie est à 14.1, tout à fait. Un mélange diesel peut travailler toujours en mélange pauvre, tout à fait. Mais après, on peut tendre éventuellement, si on veut chercher les performances ultimes, on peut tendre jusqu'à 14.1, tout à fait, tout à fait. Oui, en fait, mais après, c'est un mélange pauvre. Après,
après, suivant la phase de fonctionnement, ralenti, pleine charge, ça varie. On n'est pas tout le temps à 28 ans non plus. Oui, en fait, ça dépend de la Ouais. phase de transition et d'activité Oui, tout à du fait, véhicule. Oui. tout à fait. Effectivement, je pense qu'avec les problématiques liées à la pollution, etc., on va chercher toujours à appauvrir un maximum Exactement, tout à fait. Ouais. pour éviter les émissions polluantes au maximum et optimiser au mieux la C'est ça, tout combustion. à fait. Mais quand on est en Ce qu'on recherche de perf, insiste beaucoup, c'est surtout de venir contrôler les lambda quand vous faites l'optimisation, parce qu'on retrouve des fois des véhicules avec des mélanges très riches de diesel et c'est nocif après pour les performances, quoi. hein, bon, j'espère qu'on a répondu à ta question, Pascal, et que tu es d'accord avec nous. Autre question. Alors, on me demande si le patch, le torque monitoring, doit être activé à chaque fois. Tout dépend des types de calculateurs et des modifications qu'on apporte. S'il est disponible, c'est souvent qu'il peut poser souci après modification. Donc, bien sûr, le faire s'il est disponible, ça évite voilà, des problématiques de remontée des codes d'erreur liées à l'augmentation du coût. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est vrai que si jamais vous passez à côté, vous risquez d'avoir un témoin qui s'allume peu de temps après la Ouais. carto, Et, voire même des mises en ouais, les sécurité. mises en sécurité, c'est ça, tout à fait. Ouais. Alors, ça nous est déjà arrivé quelques fois où il n'était pas bien identifié au départ, Oui, et voilà. Donc, même à nous, ça nous est déjà oui, arrivé. tout à Donc, fait. Ouais. soyez vigilants à ça. Soyez vigilants à ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Alors, pour l'instant, alors j'en ai une, moi là. On revient sur l'histoire de Checksum, Oui. parce que je sais que beaucoup achètent ou font faire des fichiers. Pour être sûr que le checksum que le mapper a fait, quelle va être la meilleure méthode pour vérifier que le checksum soit bon? C'est de le refaire à chaque fois? C'est comme j'ai montré tout à l'heure, c'est pas forcément le refaire. Alors, je peux le refaire la démo. Donc, c'est sur le reste, il y a un il y a directement intégré un calcul de checksum, enfin un contrôleur de checksum. On clique sur cet outil-là et automatiquement, lui va nous permettre de contrôler le checksum. Je reprends le même exemple tout à l'heure. Donc, je vais préparer le fichier. Automatiquement, dès que vous avez un fichier modifié qui arrive d'une plateforme ou d'un mapper, toujours le faire passer ici pour voir, même si vous avez dit qu'il est calculé, contrôler s'il est bon pour compatible avec les outils avec lesquels on va écrire derrière. Là, je fais chercher le checksum. Là, il est en train de contrôler si le checksum en fait, du fichier est bon ou pas. Et c'est le même exemple que tout à l'heure. Donc là, en gros, il va me dire que le checksum est incorrect. Donc, il faut qu'on refasse le OK. calcul. Et donc là, auquel cas, on voit que c'est écrit en rouge. Donc ça veut dire que, attention, il n'est pas correct. Je vais le calculer. Donc je vais le faire là comme ça. Là. Ça va mouiller un petit peu, mais normalement, ça. Voilà, il est en train de calculer le checksum. Et là, automatiquement, il me recrée un fichier, donc le même nom du fichier avec calcul E94. C'est l'algorithme checksum spécifique à ce fichier-là. Je l'enregistre. Et ce fichier-là, ce coup-ci, je vais pouvoir l'utiliser avec mes outils pour pouvoir le réécrire après derrière sans problème. Donc, De façon sûre. comme on disait, ne pas hésiter à refaire systématiquement ce calcul de checksum pour être Pas sûr. forcément le calcul, mais au Enfin, moins le au moins contrôle. le vérifier. Voilà, Oui. tout à fait. Ouais, tout à fait. Il y a Arnaud qui nous demande comment est-ce qu'on va estimer le boost en fonction du véhicule. Alors, ce que tu appelles le boost, Arnaud, c'est la pression turbo, je suppose. Essaye de nous préciser, mais je pense que ça doit être ça. Oui, c'est ça. Alors, En fait, la pression turbo, ouais. comment est-ce qu'on va estimer? En fait, je pense que tu veux savoir si comment est-ce qu'on peut estimer quelle va être la bonne pression turbo optimum par rapport à la carto. Sur un moteur diesel ou moteur. Moteur diesel, ok. Alors, moteur diesel, alors on va essayer de pouvoir en ouvrir un, s'il y a un exemple qui peut me parler rapidement. Moteur diesel, alors c'est toujours, ça dépendra le type de modification. Il y a des cas où il n'y aura pas besoin de modifier la pression turbo. Parce qu'on on travaille donc sur une structure au couple, donc on va jouer aujourd'hui surtout sur la structure au couple, et les valeurs de couple qu'on retrouve dans les limiteurs de couple ou les demandes de couple, elles sont données d'entrée des cartographies de pression turbo. Donc c'est-à-dire que plus on va augmenter notre valeur de pression turbo, automatiquement on va se décaler en quelque sorte dans les cartographies de gestion de pression turbo, et automatiquement ça va aller augmenter par la structure au couple la pression turbo. Quand on est en butée, c'est-à-dire que si on est déjà aux valeurs maximum de couple dans la cartographie, je regarde si c'est par là ici, sinon je ne vais pas faire le pop-up. Celle-ci. Ici peut-être. Ouais. Ah, on est sur le bon.
Ouais, là, on n'est pas sur le bon exemple. Mais automatiquement, ce qui est bien de voir, c'est en fonction, là, on est sur la même valeur de couple, donc ça veut dire que là, il faudra y taper dedans. En gros, si on en vient à plus de 330 Nm, il faudra travailler dessus. Tout dépendra après le type de turbo, mais le mieux, c'est de brancher la lambda et d'y aller après derrière. S'il n'y a pas d'évolution en fonction du couple, comme je voulais vous montrer là, ça va être travaillé. Donc, sur un 2 litres, par exemple, nous, on va commencer à travailler avec 100 millibars de plus, voir l'incidence sur les lambda, et on voit de suite après s'il faut en rajouter un petit peu ou autre. Après, on a des garde-fous, il faut se renseigner sur les capacités du turbo. Oui, si on ne va pas dépasser. C'est ça, tout à fait. Après, il doit y avoir des sécurités de toute façon qui Tout font à fait. que. Après, il y a des limiteurs de pression turbo, il y a des limiteurs de butée, limiteurs de sécurité. Il faut savoir les analyser après derrière. Mais après, voilà, c'est d'y aller. Nous, on ne touche que très peu les pressions turbo. On joue sur la structure au couple et après un petit peu sur les conversions cool après par derrière. Et après, dépendant les lambda, après, si vraiment on voit qu'on est trop proche de la stoichiométrie, comme je parlais tout à l'heure, on va venir rajouter de la pression turbo pour équilibrer le mélange, pour se retrouver plus en mélange pauvre, quoi. Ce que tu viens de dire sur le moteur diesel, parce qu'a priori Arnaud nous a précisé que c'était plutôt sur de l'essence. On peut appliquer aussi pour de l'essence. Ah non, sur le moteur essence, après, non, là, ça va être vraiment, nous, ça sera fonction, mais là, on se renseigne beaucoup parce que ce qui va faire le gain sur le moteur essence, ça va être vraiment le remplissage du moteur. Donc, ça va être de suite sur le moteur atmosphérique, bon, on sera vite limité parce qu'on ne peut pas rentrer plus d'air dans le moteur. Mais dès lors qu'il y aura un élément, un turbocompresseur, on va chercher donc à gaver le moteur en air. Et ça dépendra de vraiment le véhicule sur lequel on travaille, la cylindrée et aussi le turbo. Donc, on se renseigne un petit peu sur les capacités maximales du turbo. Mais après, suivant la cylindrée, sur 2 litres, nous, on se limite par exemple à 300 millibars de pression turbo en plus. On ne cherche pas, nous, des puissances folles ou des couples fous. Donc, on se limite à ces valeurs-là. Sur des plus petits cylindrés, suivant le turbo, on peut aller un petit peu au-delà. On peut aller jusqu'à 500 millibars sur des très petites cylindrées, suivant la capacité du turbo. Voilà. Si on sait que ce turbo-là est monté sur un moteur plus puissant ou des cylindrées plus grosses, qu'il est capable d'absorber, d'avoir des pressions plus importantes, on se le permettra, quoi. Oui, le tout, c'est toujours on parle de laisser les sécurités, comme ça vous serez prévenu si jamais vous dépassez ce que le turbo peut encaisser. On arrive bientôt à la fin, j'ai une ou deux questions encore qui nous sont venues. Il y a David qui nous demande s'il y a alors je ne le vois plus, un peu plus haut, voilà. S'il y a une carte lambda, il nous faut juste modifier la pression turbo et l'injection s'adaptera toute seule. Voilà, c'est sa question. Ça, sur le moteur essence, c'est ce qu'on a vu. Donc, tout ce qui est moteur assez récent, à partir des années, enfin, récent, aujourd'hui, ça commence à faire 15 ans, mais à partir des années 2010, du moment qu'il y a une cartographie comme on l'a vu ici, ce sont voilà, des objectifs lambda. Donc, automatiquement, si le système d'injection est en mesure de le faire aussi, parce qu'on peut des fois se retrouver avec des injecteurs qui saturent, hein, donc on aura beau le commander, essayer de demander plus, s'il n'est pas capable de le fournir, on n'y arrivera pas. Mais vous avez vu que la cartographie lambda, il y a une valeur de lambda qui est définie, et si on se situe à cette phase de fonctionnement-là, la lambda va piloter le système d'injection pour y arriver. Donc, en effet, en jouant sur la pression turbo, automatiquement, la lambda à la sortie du moteur voit le ratio et corrige le système d'injection pour arriver au ratio demandé. Autre question, cette fois concernant la partie éthanol. Il demande donc si en conversion éthanol, est-ce qu'on peut ajuster la lambda pour gagner en perfo afin de se rapprocher de 0,86 sur du haut régime, hein, ou laisser le mélange très riche, même si il y a moins de risque de cliquetis. D'accord, ok. Parce que des fois, on est plus riche, ok. On est plus riche et ça, on surenchérit en quelque sorte pour aller diminuer. Oui, pourquoi pas? Si on roule à 100% en éthanol, pourquoi pas? Oui, on peut aller chercher ça. C'est pour aller chercher quelque chose supplémentaire. Mais si vous êtes équipé de main, essayez-le. Vous verrez que ça, c'est pas ce qui va changer Ça ne vraiment. pas grand-chose. Ça va pas se jouer à grand-chose. La différence ne sera pas énorme, quoi. Tu veux en faire une dernière? Ouais. Alors, sur une Carter 8T fait 620 chevaux, j'ai une map pression turbo appelée facteur pour réduire le remplissage maximum. À quoi correspond ce facteur 0,92 sur toute la map et est-ce qu'il faut y toucher? Alors, Dans le doute, je l'ai passé à 1, comme vous en avez parlé juste avant. 0,92 correspond à 92% des performances du moteur pour moi. Si c'est une map pression turbo. Facteur de réduction de remplissage, je pense que ça doit être c'est une carto de sécurité. Des cartos correctives. Donc c'est un corrige, alors il faut savoir pourquoi après derrière, mais un corrige le remplissage maximum et un corrige, voilà, 100%, si on était à un facteur de 1, on est au 100% du remplissage. Si on est à 0,92, on a 92% du remplissage maximum. Donc ça veut dire qu'elle limite, mais là, d'après les termes, pour réduire le remplissage maximum, ça veut dire que c'est sûrement voilà, une Carto de sécurité. carte de sécurité. Pour certaines phases de fonctionnement,
peut être quand le moteur est froid, ou ça peut être aussi, ça peut être pas forcément très chaud, ça peut être différentes choses qui limitent les performances en quelque sorte pour préserver la mécanique comme toujours. Donc là, le conseil, c'est de la remettre à 0,92. Ouais. Sûrement, ouais, tout à fait. Il faudrait voir après le détail, mais n'hésitez pas à envoyer un mail avec le numéro d'adressage ou le fichier à Jérôme, on regardera de plus près si jamais. Allez, dernière question et on termine pour ce soir. C'est François qui, alors là, c'est une question matérielle, qui nous dit qu'il a l'outil donc New Genius, qui doit effectuer un flex sur une Audi A4 de 2015. Alors il dit qu'il ne sait que la partie écriture avec le New Genius, qu'aucune lecture n'est possible avec cet outil sur le calculateur. Donc je pense qu'on est dans un cas où on ne peut pas faire de lecture, on peut faire qu'une identification. Donc ce qu'il faut faire, François, c'est faire ton identification. Donc tu vas récupérer les numéros de série hardware, software et mise à jour s'il y a une mise à jour du software. Aller récupérer dans la base de données d'InSport l'adressage qui correspond. Et quand tu récupéreras l'adressage qui correspond, en même temps, tu vas récupérer ton fichier certifié d'origine qui, on l'avait vu au premier point, te servira de base pour faire ton fichier. Et avec ça, tu pourras faire ton fichier et réécrire le fichier avec ton tout ce qui est VHG, il y a énormément de calculateurs où on ne peut faire qu'une idée, donc une lecture virtuelle. Donc là, dans ce cas-là, je pense que c'est ce qui se passe. Bon, ben voilà, on a 50 minutes ensemble. C'est passé très vite, je pense, pour vous aussi. On va se quitter maintenant. Donc, bonne fête de fin d'année à tous. Au plaisir de vous retrouver à partir de mars en direct en webinaire, mais sinon à votre disposition, téléphone ou mail quand vous avez besoin. Merci encore de vous être joint à nous. Contactez-moi dès que vous avez besoin d'infos ou autre. Si vous avez des questions que vous n'avez pas pu poser ce soir, n'hésitez pas à me les envoyer directement. Je les transmettrai à Aurélien. Et puis, merci à vous. On vous attend nombreux pour la prochaine session, donc le 17 mars. À bientôt. Bonne fête à vous. Au revoir.